Alors, bonjour, je suis commise pour vous parler des relations, enfin, de l'oppression des femmes, du féminisme bourgeois et du féminisme prolétarien. Je me présente, je m'appelle Diane, je suis membre du PSCF et je suis suissesse, d'où mon accent, qui est un peu que certains prennent pour de l'accent belge, mais non, c'est pas de l'accent belge, c'est de l'accent vaudois. Et bienvenue, je suis très heureuse de voir l'affluence jeune. Alors je suppose que, comme moi, vous avez remarqué, aujourd'hui tout le monde est féministe. Depuis quelques années, peut-être depuis le début de la révolution néolibérale, c'est-à-dire le début des années 80, tout le monde se préoccupe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, tout le monde n'est pas féministe ou sans un engagement militant, mais en tout cas, pour les droits des femmes, celles d'ici et celles d'ailleurs, le droit des femmes à disposer de leur corps, à choisir d'avoir un enfant ou pas, à se marier ou pas, à travailler, à faire carrière, à se défendre contre les agressions, les violences, etc. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est féministe? Évidemment non, hein. Parce que les droits des femmes, c'est un peu comme l'écologie, tout le monde est écolo, tout le monde veut protéger l'environnement, tout le monde se fait du souci pour la disparition des espèces et la dégradation de l'environnement, le réchauffement de la planète, la mort des espèces animales et végétales, etc. Enfin, avec raison, évidemment. Mais tout le monde est aussi contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la malbouffe, etc. Et pourtant, les multinationales continuent à produire et à vendre des pesticides et de la junk food. Les gouvernements continuent à faire des cadeaux fiscaux multinationales, à pratiquer le racisme d'État, à ne pas appliquer les lois sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes, etc. Bon, ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que ce féminisme officiel, comme l'écologisme officiel, fait aujourd'hui partie de l'idéologie dominante. Et ce féminisme officiel, comme la défense de la nature, la condamnation du racisme, de l'antisémitisme, etc., tout ça, ce ne sont que des impératifs moraux, et j'insiste sur le mot moral, des impératifs qui sont traités comme des absolus, presque comme une religion, et qui sont totalement déliés de la réalité sociale. Est-ce que vous, juste pour rigoler, est-ce que vous vous imaginez en train d'affirmer qu'il faut être pour les hommes, les humains de sexe masculin donc, hein? Impossible. Immédiatement le soupçon, est-ce qu'il serait pas machiste? Est-ce qu'elle serait pas soumise aux diktats de son père, de son frère, etc. Donc, ces impératifs moraux pour l'égalité, pour la défense des droits des femmes, n'ont rien à voir avec les contradictions sociales réellement existantes. Ça veut dire que nous savons bien la question sociale qui est mise au rencard depuis 40 ans est plus importante qu'un certain féminisme qui, en dehors d'urgir la sexualité, ne défend pas véritablement les femmes, et surtout pas les femmes membres du prolétariat. Pourtant, l'immense majorité des Français soutient la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et la plupart d'entre eux comprennent que les priorités dans ce domaine renvoient à l'égalité salariale, à la réduction de la pauvreté féminine, à l'éradication des violences dont les femmes sont victimes, et non à l'écriture inclusive, par exemple, au hasard. Par exemple encore, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle a été votée en 1983 et la loi sur l'égalité salariale a été votée en 2006. À ma connaissance, aucune de ces lois n'est vraiment appliquée. Mais la France n'est pas une exception en la matière. Alors là, je vais parler de mon expérience suisse. J'y étais le 14 juin dernier. Plus de 500 000 personnes, des femmes en immense majorité, ont participé à la grève des femmes dans toute la Suisse. Cette grève et les manifestations qui l'ont accompagnée
était organisé au départ par l'Union syndicale suisse, c'est la grande fédération syndicale autour de l'égalité salariale, qui existe dans la loi depuis 1995 en Suisse, mais n'est pas appliquée, hein, et également de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et cette journée de mobilisation faisait écho à la grève nationale de 1991, qui avait également rassemblé beaucoup de monde, qui avait été appelée 10 ans exactement après l'introduction dans la constitution helvétique du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'est toujours pas appliqué. Et pourtant, les bureaux de l'égalité pullulent dans toutes les administrations helvétiques à tous les échelons, et la loi est en principe contraignante. Mais tout le monde s'en fiche, surtout les patrons. Et dans cette même veine, dans toute l'Europe, à peu près tous les gouvernements occidentaux ont mis sur pied des secrétariats à la condition féminine, de prétendus bureaux de l'égalité ou autres organes non prometteurs, sans grand effet. En France, il y a Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces derniers jours, elle a annoncé vouloir améliorer les conditions des femmes de chambre dans l'hôtellerie. C'est bien, c'est indispensable. Mais elle ne dit pas comment elle va s'y prendre, sinon qu'elle va consulter les patrons, je pense. Et à l'occasion des élections européennes, toujours cette dame Schiappa a affirmé avec Madame Loiseau, qui était la candidate macroniste, enfin de la majorité, vouloir défendre une politique féministe européenne, afin, je cite, d'harmoniser par le haut les droits des femmes. On se demande bien ce que ça veut dire, mais bon, à travers un pacte qui s'appelle Pacte Simone Veil. Ce pacte inclura les droits sexuels et reproductifs, la loi contre les violences sexistes et sexuelles, et les progrès en direction de l'égalité salariale. En direction, hein, pas vers, pour réaliser, non, en direction de petits pas. Bon, elle s'est fait renvoyer dans sa chambre par deux dames de l'AFI, deux membres de la France Insoumise, qui ont rappelé qu'en 20 ans, le nombre de maternités en France, le nombre de maternités a diminué de moitié, que les centres pratiquant les interruptions volontaires de grossesse ont disparu largement, que les droits sexuels et reproductifs sont pas vraiment respectés. Et puis, il y a, sans oublier, la destruction des services publics dans l'accueil des enfants, les soins aux personnes, les services sociaux, ce qui oblige les femmes à prendre pour assurer toutes ces tâches, à recourir au travail à temps partiel, ce qui arrange bien les patrons. Et puis, on ne parle même pas de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisqu'on sait la peine qu'ont les femmes à faire reconnaître leurs plaintes quand elles vont se plaindre à la police, par exemple. Encore, du côté institutionnel, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable pour 2015-2030. 3 buts essentiels sont poursuivis: lutter contre les inégalités, l'exclusion et les injustices, faire face aux défis climatiques, mettre fin à l'extrême pauvreté. Et la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est l'objectif numéro 5. Mais bon, pour évaluer les inégalités, moi je trouve ça très parlant. L'ONU se base sur l'écart des rémunérations entre les femmes, bon, l'inégalité des salaires, la part des femmes dans les disciplines scientifiques, à l'université, les violences contre les femmes et les jeunes filles dans la famille et hors de la famille, et le nombre de femmes occupant des postes de direction. Pas un mot sur l'extrême pauvreté dans laquelle vivent des millions, voire des milliards de femmes sur la Terre. L'ONU étant une organisation internationale, elle devrait aussi se préoccuper des femmes qui vivent en Inde, au Pakistan et en Afrique. Bon, l'Union européenne y va aussi. Il y a un lobby européen des femmes qui a pour objectif, je mets des guillemets, d'informer les associations féminines et d'influencer les institutions européennes en faveur des femmes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Moi pas. Et bon, ce lobby regroupe des quantités d'associations féminines, y compris d'Europe de l'Est. Il prend position sur divers sujets. Il est favorable au droit à l'avortement et à l'abolition de la prostitution.
C'est déjà ça. Tous ces objectifs sont louables, mais rien de tout cela n'aboutira à la véritable égalité économique et sociale entre les femmes et les hommes, puisqu'aucun de ces programmes, outre qu'ils ne proposent rien de concret, ne s'attaque au fondement de l'oppression des femmes, qu'est le capitalisme, comme nous le savons tous. Bref, au fil des années, après le mouvement militant des années 70, le féminisme s'est institutionnalisé. Le féminisme officiel, le féminisme dominant. Aujourd'hui, les défenseuses actives de la cause des femmes sont salariées ou bénévoles dans des ONG, dans des associations souvent caritatives, qui tentent de mettre des rustines sur l'appauvrissement des femmes. Elles sont aussi dans les universités à s'occuper de recherches théoriques, et quelques-unes se retrouvent dans des organismes publics. Et beaucoup de femmes œuvrent dans des associations de défense des droits des femmes, des centres de santé, pour les droits des femmes dans les quartiers populaires, pour l'aide aux femmes migrantes, etc. Ce sont des travailleuses sociales, pas des militantes, même si leur travail est utile et qu'elles sont sincères dans leur engagement. Cependant, l'égalité homme-femme de surface dans le capitalisme, ça correspond à l'acquisition de ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Mais les femmes continuent, enfin sont toujours oppressées, exploitées, surtout les femmes de la classe ouvrière, comme les hommes, puisque les droits économiques et sociaux sont non seulement ignorés, mais bafoués. Les femmes ont obtenu de nouveaux droits, mais le droit à faire des études, le droit de vote, les droits civils et politiques, les droits que défend Amnesty International, par exemple. Mais les stéréotypes de genre persistent. On attend des femmes qu'elles soient femmes au foyer, ou en tout cas qu'elles assurent les tâches domestiques, et qu'elles subissent des violences sexistes sans vraiment lutter contre. Mais il y a encore pire, je peux dire, que l'inaction couverte par de belles paroles du féminisme gouvernemental. C'est la collusion objective des féministes bourgeoises avec le racisme et l'impérialisme. Mais que s'est-il passé pour que le féminisme, longtemps décrié par les idéologies de droite, devienne un de leurs fers de lance? Comment sommes-nous passés d'un féminisme plutôt indifférent aux questions de migration et à l'histoire coloniale à un féminisme impérialiste et blanc? Une chercheuse et militante qui s'appelle Françoise Vergès a écrit un livre qui s'appelle Un féminisme décolonial, qui vient de paraître. Elle dit comment le féminisme est-il devenu un des piliers de plusieurs idéologies qui à première vue s'opposent. L'idéologie libérale, l'idéologie nationaliste xénophobe, l'idéologie d'extrême droite. Comment les droits des femmes sont-ils devenus une des cartes maîtresses de l'État et de l'impérialisme, un des derniers recours du néolibéralisme et le fer de lance de la mission civilisatrice féministe blanche et bourgeoise? En effet, il semble que ce féminisme qu'elle appelle civilisationnel est entrepris d'imposer au nom d'une idéologie des droits des femmes une pensée unique qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. De nombreuses féministes occidentales ont trahi, je mets des guillemets, dans le sens où elles expriment ouvertement leur désir d'intégrer le monde capitaliste, par exemple les sièges dans les conseils d'administration des grandes entreprises, la lutte contre le plafond de verre qui empêche les promotions, etc., et d'avoir leur place dans le monde des hommes prédateurs. À cela s'ajoute leur obsession autour de la sexualité des Français issus de l'immigration, comme on dit, pour ne pas dire qu'ils sont les descendants des colonisés et musulmans, arabes et noirs. Ils seraient à peu près tous des violeurs en puissance et leurs compagnes, mères, filles, sœurs, forcément des victimes de leur machisme brutal et irréductible. On se rappelle la polémique de la candidature d'une femme voilée, je mets aussi un guillemet à voilée, à une élection. C'était une candidate du NPA. Et comment des femmes prétendant aller à la plage, vêtues d'un burkini, se font huer, et pas seulement par des membres du RN. C'est quoi? C'est Rassemblement National? Enfin, l'ancien FN. Non, je ne défends pas le voile, le hijab, la burqa, etc., qui symbolisent l'oppression des femmes,
Mais je ne confonds pas le symbole, qu'est le voile ou le foulard, avec l'oppression concrète dans bien d'autres domaines de la vie. Dans son livre, Françoise Vergès explique que le féminisme civilisationnel fait des droits des femmes une idéologie de l'assimilation et de l'intégration à l'ordre néolibéral, qu'il réduit les aspirations des femmes à la demande de partage à égalité des privilèges accordés aux hommes occidentaux et bourgeois. Et du coup, les féministes civilisationnelles n'hésitent pas à soutenir des politiques d'intervention impérialiste. On pense à la justification de l'intervention américaine, états-unienne en Afghanistan pour libérer les femmes prisonnières de leur burqa, un mensonge honté, nous le savons tous, et à la collaboration entre l'actrice américaine Angelina Jolie et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Bon, l'affaire est tellement, fait tellement dresser les cheveux sur la tête, elle est tellement révélatrice qu'elle mérite d'être un peu développée, et je vous explique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. En 2017, le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, je crois que c'est un Hollandais, hein, et l'actrice américaine Angelina Jolie ont présenté publiquement l'alliance militaire, l'OTAN, emmenée par les États-Unis, comme un modèle progressiste dans les politiques de genre et comme un protecteur de premier plan des droits des femmes. Textuel, sans rire. Titre de leur article, que je résume un peu parce qu'il était très long, l'OTAN doit garantir la promesse fondamentale de la Charte des Nations Unies pour l'égalité des droits et la dignité des femmes. Bon, on connaît l'histoire de l'OTAN, hein, mais fondée en 1949 pour défendre la démocratie contre les peuples, et surtout les peuples qui avaient choisi la voie socialiste. Et l'OTAN impliquée dans de nombreuses interventions armées et conflits, puis l'Or, la Corée, Cuba, les Balkans, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, etc. Selon Angelina Jolie et M. Stoltenberg, la violence sexuelle est l'une des principales raisons de l'oppression des femmes. Alors ils disent, les conflits dans lesquels les corps et les droits des femmes sont systématiquement agressés durent plus longtemps. Les conflits durent plus longtemps quand les femmes sont agressées. Hein. Et ces conflits causent des blessures plus profondes et sont plus difficiles à résoudre et à surmonter. Et donc, il faut mettre fin à la violence basée sur le genre. C'est un enjeu vital pour la paix et la sécurité autant que pour la justice sociale. Et l'OTAN peut être un leader dans cet effort, je cite toujours. Ils n'ont pas froid aux yeux, hein, ceux-là. Et oui, le viol est une arme de guerre, on sait. Accessoirement, une arme qui est aussi utilisée contre les hommes, si on pense aux tortures infligées aux Irakiens dans la prison d'Abu Ghraib. On sait aussi que depuis l'intervention de l'OTAN en Libye, le viol et la torture sexuelle sont monnaie courante, davantage qu'avant l'assassinat de Kadhafi, qui a été assassiné après avoir été sodomisé avec une baïonnette. Donc, bon. Et voilà, l'OTAN va intégrer les questions de genre à sa réflexion stratégique. Mais avez-vous vu quelque part des féministes protester, manifester, affirmant pas en notre nom, lançant des pétitions pour dénoncer ces projets funestes? Moi pas. Mais si vous avez vu, je serais heureuse de l'apprendre. Vraiment, ça me ferait plaisir. Je n'ai vu aucune féministe protester contre cette propagande de l'OTAN que l'OTAN va sauver les femmes au nom des droits des femmes. Alors, personne n'a moufté. Mais dans le genre escroquerie, pour défendre les droits des femmes, je vais un petit peu parler du mouvement MeToo, qui m'a beaucoup aligné. En français, c'est Balance ton porc, qui a occupé les gazettes pendant plusieurs semaines ou mois, il y a 2 ans, hein, à peu près. Bon, je commence par une précaution oratoire. C'est évident, le harcèlement sexuel, qui va de l'assistance lourdingue à entrer en relation avec une dame qui veut pas, et un comportement insupportable et violent qui doit être dénoncé avec force. Il faut dénoncer tout ça. Bon, on parle même pas de l'agression sexuelle ou du viol, qui est une violence intolérable, et il est surprenant et révoltant
qu'il y ait encore des gens pour dire que si la dame s'est fait agresser, c'était lié à son comportement ambigu, c'est dégueulasse. Hein. Bon, ces violences, aujourd'hui, sont beaucoup trop fréquentes. Et par exemple, lors de la manifestation en Suisse la semaine dernière, j'ai appris qu'une jeune fille en Suisse sur 5, dans un pays apparemment très calme, est victime de viols ou d'abus caractérisés. C'est le mouvement féministe qui a permis de dénoncer et de mettre au jour toutes ces violences et ces abus. Et c'est un immense mérite du mouvement féministe. Et là, peu importe que ce soit pas le mouvement féministe prolétarien, que ce soit le féminisme sociétal, c'est indispensable, c'est essentiel. C'est pas parce que je critique le féminisme civilisationnel ou dominant ou bourgeois que je le condamne pour tout, partout. Mais il y a des éléments d'idéologie dominante extrêmement dangereux qu'il faut apprendre à déceler dans tout ce qui est dit, par exemple dans la presse et dans les discours dominants. Et c'est vrai, la violence est un moyen, et notamment sexuelle, est un moyen essentiel de contrôle social des femmes. Ça fait partie du système de domination. Mais comme la violence ne peut pas s'imposer une fois pour toutes, il faut chaque fois recommencer, hein, dans le but de contraindre les victimes à accepter une situation, un état de choses qui leur est défavorable. Et la France, bon, il y a eu ce mouvement MeToo aux États-Unis où il y a eu une débauche de dénonciation tout à coup. J'ai vu que, selon la page Facebook que j'ai consultée il y a 2 jours du mouvement états-unien, donc c'est MeToo, 17 700 000 femmes ont rapporté des agressions sexuelles. Pas forcément avec des preuves, hein, mais bon. Et certains faits remontaient à plus de 30 ans, etc. Mais voilà. En France, la France a suivi le mouvement, beaucoup moins que la presse les laissait entendre. Et aujourd'hui, soit 2 ans après le lancement de la campagne, la page Facebook officielle de Balance ton porc n'est suivie que par 1 millier de personnes. Tant mieux. Parce que s'il est nécessaire, indispensable, salutaire et tout, de dénoncer les abus, les agressions et les violences contre les femmes, à mon avis, la campagne Balance ton porc est profondément réactionnaire. Elle n'a aucun contenu progressiste. Les hommes sont des porcs, des prédateurs, point. C'est vrai, on répète, le harcèlement sexuel existe, il est beaucoup trop courant, il prend de nombreuses formes, etc. Mais utiliser de manière généralisée et irréfléchie le terme harcèlement sexuel ne fait pas avancer les choses, n'intègre pas qu'il y a un gouffre entre l'assistance d'un monsieur, voire d'une dame, mais enfin c'est plus couramment des messieurs, à vouloir entrer en relation avec une dame, entre ça et l'agression sexuelle violente. Alors quand je dis que le mouvement Balance ton porc est un mouvement réactionnaire, mais vous pouvez protester et dire que j'ai tort, hein. Je me réfère aux caractéristiques essentielles des mouvements progressistes, des mouvements sociaux progressistes. Et la caractéristique des mouvements sociaux progressistes, c'est leur contenu égalitaire et démocratique. Et ils sont invariablement liés de manière plus ou moins précise à la lutte des classes populaires contre l'exploitation capitaliste. Les mouvements progressistes tentent d'élever et non pas d'abaisser la conscience populaire. Lorsqu'ils luttent contre l'injustice, ils attirent l'attention sur les causes sociales qui sont à la base du problème soulevé, qui justifient la mobilisation. Mais moi, j'ai pas vu que MeToo ou Balance ton porc possède ces caractéristiques. Et sa base sociale, outre qu'il est largement virtuel, puisqu'il se passe beaucoup sur Facebook et sur les réseaux sociaux, sa base sociale n'est pas la classe ouvrière, mais les couches les plus aisées de la classe moyenne. Et pourtant, les victimes les plus nombreuses des violences sont les femmes des classes populaires et de la classe ouvrière. Voilà. Et en plus, il se caractérise par son manque d'intérêt, voire son mépris pour les véritables préoccupations et angoisses des masses
des travailleuses et des travailleurs, tant aux États-Unis que dans le monde. Il n'a rien à dire sur les guerres impérialistes, rien à dire sur les séquelles de la colonisation qui produit pas mal de nuisances, notamment en France. Rien à dire contre l'assaut contre les droits démocratiques et la pauvreté. Non, c'est juste, les hommes sont des prédateurs. Et voilà, rien sur les préoccupations des travailleuses, l'accès aux soins de santé, le droit à l'avortement, à la contraception, aux garderies, aux bonnes écoles, aux logements convenables et à des prix abordables, etc. Parce que je conclue en disant que la lutte pour le progrès humain ne se fait pas sous la devise « moi aussi, MeToo », mais travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Mais je reprends sur le féminisme civilisationnel, qui, par certains aspects, n'est pas très éloigné de Balance ton porc. C'est celui qui explique en substance aux femmes issues des pays sous-développés, j'utilise exprès ce terme, hein, pays pauvres ou pays maintenus dans la pauvreté, aux femmes donc de ces pays venues travailler en France et qui sont de nationalité française pour la plupart en outre, que leurs hommes sont forcément des violents et des violeurs en puissance. Ce féminisme civilisationnel développe en toute innocence, apparemment, ce que le sociologue Saïd Bouamama appelle un racisme respectable. Ainsi, des féministes ont déclaré que le foulard porté par certaines femmes était une insulte à la laïcité et à la dignité des femmes, un signe de leur oppression, et qu'elles devraient se dépêcher de montrer qu'elles sont prêtes à s'émanciper en arrachant leur foulard. Certaines le font, pas toutes, voilà. Et moi, je trouve ça formidable. Au lieu de s'intéresser aux choses, on s'intéresse à ce qui symbolise les choses. On ne s'intéresse pas à l'oppression des femmes, mais seulement à ce qui la symbolise. Le foulard, symbole de l'oppression. Et apparemment, selon ces féministes, seul le voile manifeste cette oppression, rien d'autre. Ni les écarts de salaire, ni le temps passé au travail ménager, ni les insultes, ni les viols, ni les meurtres, rien. Il suffit d'enlever le voile et hop, nous avons l'égalité, nous sommes émancipés, tout va bien. Et puis c'est, sans parler de la condescendance et du mépris qu'il y a à affirmer que ces femmes qui portent encore aujourd'hui leur foulard sont obligées par leur père, frère, mari, qui sont de grands sexistes, qu'elles-mêmes n'ont rien à dire. Hein? Ces hommes, les hommes de les maris, frères, pères, voisins, cousins, etc. de ces femmes seraient plus sexistes que les autres. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, si on sait très bien pourquoi elles disent ça, mais on ne sait pas pourquoi ils le seraient plus. Et de nouveau, que s'est-il passé en 2003 et depuis lors qui a permis, puisque c'est la date de la loi sur l'interdiction du foulard, qui a permis cette collusion entre le discours féministe, le discours de la laïcité et le discours de la République comme modèle français de l'émancipation? Qu'est-ce qui a amené dans le débat public à ce rapport étroit entre laïcité et égalité des sexes et qui doit se protéger de toute intrusion d'une différence culturelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est la contre-révolution néolibérale et la contre-révolution profondément réactionnaire que nous vivons toujours, mais il faudrait étudier tous les mécanismes. Bon, je vais pas donner les exemples parce que il faut que je me grouille un peu quand même, hein, mais je vais quand même dire que en 2010 environ, ou en 2009, c'était qui le président? Ben, ça devait être Sarkozy en 2009 ou 2010. Hein. Le président de la République a affirmé devant le Congrès réuni à Versailles que, je cite, la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République, ce n'est pas l'idée que la République se fait de la dignité de la femme. Et puis, en 2012, M. Luc Châtel, qui était ministre de l'Éducation nationale, a signé une circulaire interdisant aux femmes voilées d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires. Je crois que c'est encore en vigueur.
Enfin, en 2016, il y a eu l'affaire des Burkini, en référence aux différents arrêtés municipaux, etc., qui interdisent les plages publiques aux femmes portant ce maillot de bain qui couvre la totalité du corps. Bon, ce qu'on retient de tout ça, c'est la manière dont le voile, le foulard dit islamique est devenu un problème, et c'est pire encore, une catégorie monstrueuse dans la République française et qui appelle sa correction, voire son bannissement hors de l'espace public. Et chaque fois, il faut punir, ou en tout cas contraindre. C'est comme je crois qu'il y a des femmes qui portent la burqa qui se font arrêter. Je crois même qu'ils ont essayé de faire se déshabiller. Des flics ont essayé de faire se déshabiller des femmes, ôter leur burqa, mais c'est une violence invraisemblable. Même si on est contre, on trouve que c'est un vêtement qui en effet manifeste du maintien sous contrôle des femmes. Il n'y a pas à traiter les individus comme ça. Enfin bon, c'est mon point de vue. Mais de toute façon, là-dedans, le sexisme, le machisme et la domination masculine, c'est toujours l'affaire des autres. Les musulmans et les femmes seraient à la fois les victimes et les complices de ces autres affreux prédateurs, dominateurs, etc. Et ça aboutit à ça, c'est que porter le voile hors de chez soi, surtout qu'elle ne le porte pas chez elle, mais bon, est assimilé à un aveu. Je m'affiche comme soumise. Je suis une femme soumise. Bon, je veux juste dire, toujours à la manifestation, j'étais à Lausanne la semaine dernière, la grande manifestation de la grève des femmes. Quand j'ai repris le métro pour rentrer chez moi à la fin de la manif, il y avait 3 dames voilées qui prenaient le métro, qui avaient fait la manif. Elles avaient le vêtement violet parce que l'uniforme, on s'habille en violet pour montrer qu'on est féministe et qu'on participe à la grève des femmes. Elles avaient un foulard et un t-shirt ou je sais plus, une ceinture violette, un bonnet violet, pour dire elles avaient fait la manif, elles n'étaient pas plus soumises que moi. Voilà. Mais là-dessous, il y a aussi cette idée que certaines cultures, notamment musulmanes, certaines civilisations, comme par hasard des peuples colonisés, sont incompatibles avec les droits des femmes. Par conséquent, il faut sauver les femmes qui sont issues et soumises à l'obscurantisme. Et c'est un grand principe des féministes civilisationnelles, et c'est là qu'on revient à Angelina Jolie et à l'OTAN. Bon, évidemment, là, je me répète, alors je passe. Il y a encore, et là je remercie les jeunes membres des JRCF parce que c'est eux qui m'ont donné des idées, parce que le féminisme civilisationnel n'est jamais en reste pour repousser les limites, toujours plus loin, sans s'attaquer au fondement de l'oppression des femmes. Ces derniers temps, il s'intéresse à la pornographie et à la prostitution, vue comme un moyen pour les femmes de se libérer. Selon ces féministes, je mets toujours des guillemets, la prostitution doit avoir le même statut légal que n'importe quel travail, car tout travail, sous le capitalisme, est exploitation. Elle clame que l'acte sexuel est une marchandise, mais l'acte sexuel n'est pas une marchandise, c'est le corps des femmes utilisé dans l'acte qui devient une marchandise, parce que la prostitution, c'est l'exploitation directe du corps qui est objet de consommation. C'est le corps des femmes qui est consommé. Il la vend, il est possible de l'acheter. La prostitution, on le sait, c'est la survivance dans nos sociétés de la soumission du corps de l'esclave au caprice du maître. Le corps de l'esclave ne lui appartient pas, et le corps, même s'il y a quelques dames qui, pour la galerie, comme alibi, disent qu'elles se prostituent par choix,
elles sont volontaires. Il n'empêche, l'immense majorité des femmes qui sont contraintes à cette pratique, c'est justement par contrainte, parce que parce qu'elles vivent dans des conditions extrêmement précaires et qu'il faut trouver des moyens pour bouffer. Tout ça me rappelle les critiques que quand nous militions dans les années 70, il y a eu un grand mouvement en Europe et aux États-Unis pour le droit à l'avortement et la contraception qui a mobilisé énormément de femmes, majoritairement petites bourgeoises, évidemment, mais c'était quand même une cause juste. Et il y a eu des femmes du tiers-monde, des femmes africaines, qui nous ont critiqués. Parce qu'au même moment, aux États-Unis et en Afrique, ces femmes luttaient contre les avortements forcés, les stérilisations forcées, la contraception forcée qui étaient infligées par les aides au développement. C'était pour aider au développement, elles n'étaient pas d'accord, elles avaient absolument raison de nous critiquer parce que nous pensions dans notre candeur naïve que nous défendions un droit universel et elles n'étaient pas contre le droit à l'avortement. Mais elles disaient seulement, tenez compte de nos conditions spécifiques. On ne peut pas généraliser comme ça. Et voilà, la contre. Le problème que le véritable féminisme cherche à résoudre n'est pas celui du nombre de femmes à la tête des entreprises, ni le fait qu'il faut élire des femmes à la tête des gouvernements pour mener exactement la même politique que le gouvernement français, le gouvernement suisse, le gouvernement italien, etc., etc. Participer à des guerres impérialistes, à la désindustrialisation, à l'oppression des classes ouvrières. Le vrai féminisme ne soutient pas que le monde serait mieux loti si les femmes le dirigeaient. Passer d'un sexe à l'autre ne changerait pas grand-chose tant que perdurera le système actuel, le système capitaliste fondé sur la propriété privée lucrative et le patriarcat. Et c'est là qu'on va quand même entrer un petit peu dans Marx et Engels. Parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi lutter contre le patriarcat est nécessaire, mais totalement insuffisant pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que le problème que le vrai féminisme, le féminisme véritable cherche à résoudre, c'est l'égalité pleine et entière sur les plans social, économique, politique, culturel entre les hommes et les femmes. Et à partir de la compréhension profonde de la réalité matérialiste qu'expose Marx dans ses manuscrits de 1844, mais pour permettre une compréhension plus aisée, parce que Marx philosophe n'est pas toujours immédiatement simple, je citerai la traduction d'une phrase, enfin d'un petit passage admirable de Marx dans les manuscrits de 1844, la traduction très fidèle qu'en fait Thomas Sankara, un homme, et un homme issu d'une civilisation mal vue sous nos latitudes, dans un superbe discours qu'il a prononcé à Ouagadougou le 8 mars 1987. La libération de la femme, une exigence du futur. Pour lui, il dit, la révolution burkinabé doit libérer toutes ses possibilités et cela implique qu'elle révèle son authentique signification dans ses rapports immédiats, naturels, nécessaires de l'homme et de la femme, qui sont les rapports les plus naturels de l'être humain à l'être humain et qui montrent jusqu'à quel point le comportement naturel de l'homme est devenu humain et jusqu'à quel point sa nature humaine est devenue sa nature. C'est un peu une transposition de Marx un petit peu simplifié, mais le contenu est exact. Alors, effectivement, Marx a toujours pensé que c'est en examinant la qualité des relations entre les hommes et les femmes au sein d'une société
que l'on peut vraiment évaluer son niveau réel de civilisation de cette société. Donc, parce que c'est dans ce domaine, le domaine des relations entre les hommes et les femmes, où le culturel et le naturel sont intimement mêlés, que l'on peut évaluer, et c'est Marx qui dit, la mesure dans laquelle l'être humain est devenu un être générique, un être humain, et s'est saisi comme tel. Bon, si on part d'un point de vue matérialiste, il n'y a pas d'espèce humaine, pas de perpétuation de l'espèce humaine sans intervention sexuelle. Bon, même s'il y a des techniques, mais bon, ça reste quand même assez sexué, même si c'est dans des petites bouteilles, dans des éprouvettes. J'ajoute que je fais l'impasse sur la question des genres, la théorie du genre, parce que c'était beaucoup trop long, alors je n'entrerai pas en matière sur cette question, mais il y a beaucoup de littérature à ce propos. Donc, seules les femmes ont la capacité de créer de nouveaux membres de l'espèce par leur aptitude physique à concevoir, porter et nourrir des enfants. C'est une caractéristique incontournable et toutes les techniques les plus sophistiquées pour faire des bébés dans des petites bouteilles, sans relation charnelle entre deux êtres humains, l'un de sexe mâle et l'autre de sexe femelle, n'y changeront rien, toutes les techniques. Mais c'est là que tout se complique. Parce qu'au fil des millénaires, avec le développement des forces productives et l'apparition de la propriété privée, cette aptitude des femmes à assurer la survie de l'espèce humaine est passée de la plus haute reconnaissance qu'elles avaient il y a quelques millénaires et des plus hautes reconnaissances et des plus grands égards, au prétexte, c'est passé au prétexte principal pour infliger ce que Engels appelle la grande défaite du sexe féminin. Une défaite qui perdure aujourd'hui encore sur toute la Terre, même si l'Union soviétique en son temps et les pays du bloc socialiste, notamment la RDA, ainsi que Cuba aujourd'hui, ont pris et prennent des mesures essentielles pour avancer vers la totale égalité des sexes. Et on va revenir un petit peu à Marx et Engels, car ce sont eux, et surtout Engels. Je vous recommande la lecture de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Ça se lit assez facilement et c'est vraiment éclairant pour comprendre la condition des femmes et donc ce qui reste à faire. Alors ils ont mis, et Marx et Engels ont mis à jour les liens entre le capitalisme et l'oppression des femmes à travers l'apparition de la propriété privée et du patriarcat. Puis là, j'avoue, pour résumer ce processus, je me réfère au très savant et excellent article du camarade Georges Gastaut. Il a écrit un chapitre qu'il a intégré au tome 5 de sa somme philosophique Lumière commune, et qui, je sais plus, ça s'appelle Marxisme et féminisme, je crois. Le chapitre s'intitule comme ça. Bon, ça va être, je vois qu'il est 5h moins 10, il me reste 20 minutes, je vais essayer de galoper un peu. C'est un peu long, mais c'est indispensable pour comprendre d'où vient le patriarcat dénoncé et combattu, avec raison. Mais aussi pour comprendre comment le patriarcat est intimement lié au capitalisme. Et donc, lutter contre le patriarcat sans lutter contre le capitalisme aboutit à rien. Enfin, c'est insuffisant en tout cas. Alors, Marx et Engels ont examiné de près comment la division technique du travail, c'est-à-dire les différents métiers, la répartition des individus dans la production des moyens d'existence, et la division sociale du travail, c'est-à-dire qui correspond à l'émergence des classes sociales avec des classes dominantes et des classes dominées, prennent appui, mais c'est pas mécanique, sur la division biologique des sexes. Donc la division du travail en métier et la division hiérarchique en classes s'appuie sur la division biologique des sexes. Bon, on comprend assez facilement, parce que les femmes, elles doivent
elles vivent la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le maternage du tout petit enfant, ce qui les immobilise quand même, en tout cas ralentit leur possibilité de participer à la production des moyens d'existence. Hein. Et les hommes qui sont physiquement libérés de ces contraintes, ils sont plus libres et ils ont plus, surtout avec, comment dire, la chasse et le fait, et la viande, hein, et la consommation de viande, ça a permis le développement musculaire plus la testostérone, etc., pour accomplir des travaux plus lourds, plus difficiles, qui exigent de la force. Et les femmes, pendant ce temps, elles s'occupent des enfants et elles s'occupent aussi des tâches sédentaires. Quand chez les chasseurs-cueilleurs, l'homme va chasser et la femme cueille. Hein. On en est encore à cette époque, hein, avant la technique. Et la défaite historique, la grande défaite des femmes va se produire, selon Engels, quand les sociétés humaines vont se sédentariser lors de la révolution néolithique. Alors moi, on va demander à Annie, c'était quand la révolution néolithique? C'était il y a 30 000 ans? Quelque chose comme ça? À peu près. Oui. Moi non plus. Oui, donc ça. Néolithique, c'est moins Néolithique. Moins 10 000. Bon. Moins 10 000. Ouais, bah alors ça. Ouais. Bon. Bah alors c'est assez récent. Voilà. Hein, pendant c'est donc assez récent, hein, puisque les humains qui vivent en horde, en clan, en tribu, etc., ils passent de la cueillette et de la chasse à l'agriculture, enfin, ils passent de la cueillette à l'agriculture et de la chasse à l'élevage. Hein, voilà. Et puis ensuite, c'est l'apparition des villes, tout ce qu'on apprend à l'école, la Mésopotamie, etc. Et c'est un progrès, ça assure des meilleurs moyens d'existence, mais ça déplace le centre de gravité du pouvoir des femmes sur les hommes. Avant, les femmes avaient la puissance, et c'est pour ça qu'il y a les déesses mères, toutes les légendes, on voit encore des statuettes avec des femmes symbolisant la fécondité. Les femmes perdent leur pouvoir. Et ce sont plus les enfants qui représentent la richesse principale et l'avenir des groupes humains. Parce que, à partir du moment où l'agriculture existe, il y a de la possibilité d'accumulation et d'appropriation privée. La richesse et le prestige social vont glisser vers la terre et les troupeaux, qui conditionnent l'accumulation de richesses, et les femmes, les hommes qui assumaient largement ce type de travaux, ils gagnent en importance, et en importance sociale, symbolique, politique, etc. Et à partir de là, ils s'arrogent le pouvoir. C'est lié à l'appropriation privée. Alors, elle n'était peut-être pas immédiatement privée sur un individu, quoique ça a dû venir assez rapidement, mais c'est les hommes qui, produisant et organisant cette production, décident que c'est eux qui commandent. Et après, comme il y a de l'accumulation privée, il faut transmettre le patrimoine, et donc il faut surveiller les femmes pour pas qu'elles aient des bâtards, et puis que tout ce qui a été approprié par un chef de clan, un pater familias, aille n'importe où. Donc, on surveille les femmes, on les met dans les maisons, on les contrôle sexuellement, etc. Et avec cela, à cela s'ajoute progressivement la division de la société en classes. Il y a ceux qui possèdent et ceux qui travaillent pour ceux qui possèdent. Mais les femmes, dans toutes les classes, sont mises dans une position inférieure. Voilà.
Et en même temps, à partir de là, dans l'évolution, il y a l'apparition de l'État qui est là pour garantir le pouvoir des possédants. Et la minorité riche exerce sur la majorité pauvre le pouvoir, et l'État est là pour exercer la violence dite légitime de l'État. D'ailleurs, Engels définit l'armée, puisque les États se dotent d'armée évidemment, et Engels définit l'armée comme, je cite, une bande d'hommes en armes payés par la classe dominante pour garantir sa propriété. Voilà. Et une fois que les classes sont apparues, il faut à tout prix, c'est ce que je disais, empêcher qu'un serf, parce qu'il y a aussi la naissance de l'esclavage qui s'inscrit dans la foulée, il faut empêcher à tout prix qu'un serf ou un esclave puisse engrosser la fille, la sœur ou la femme d'un riche dominant, et c'est encore en vigueur plus ou moins. Et c'est pour ça que Engels parle de l'extraordinaire hypocrisie sociale qu'est la monogamie pour les femmes et la polygamie pour les hommes. Hein. Que ce soit de manière officielle dans les pays musulmans ou officieuse dans les pays chrétiens, les sociétés de classe ont partout contraint les femmes, surtout d'ailleurs celles de la classe dominante et de la petite et moyenne bourgeoisie, à n'avoir qu'un homme dans leur lit, voire dans leur vie. Mais les pauvresses, les fils de patrons, on connaît, ils se dévergondaient avec la jeune bonne, ils faisaient un bâtard, elle avait qu'à se débrouiller, mais c'est aussi l'origine du mépris et du discrédit contre les femmes des classes dominées, de la classe ouvrière ou les servantes, qui sont considérées comme des putains. Hein, puisqu'elles sont à disposition des fils de patrons. Alors donc, il s'agit pour les hommes de la classe dominante, d'assurer la légitimité de leur descendance et à travers elle, la descendance de la continuité de leur lignage, c'est-à-dire la coïncidence de l'hérédité biologique et de l'héritage économique ou socio-économique, parce qu'il y a encore la position de classe. Et on voit donc la domination patriarcale, l'héritage privé, les classes sociales, l'État et les appareils religieux vont de pair. Et nous vivons encore, grosso modo, sous le règne de cet ensemble de contraintes. C'est pour ça que pour Engels, la lutte pour l'égalité des sexes constitue une dimension axiale du communisme. Il dit « la femme est le prolétaire du prolétaire », il dit ailleurs. Et c'est-à-dire la lutte de classe menée par les exploités pour une société sans classe qui permet l'appropriation des moyens de production et à travers celle-ci l'appropriation de tout l'héritage social par chaque individu de manière que celui-ci puisse devenir tous, hommes et femmes, un individu social intégral. La lutte contre le patriarcat, donc, est intrinsèquement liée au communisme, puisque la famille patriarcale, l'héritage privé et l'état de classe forment des aspects interdépendants de la société de classe. Et je reviens à tout ce que je disais au début sur le féminisme civilisationnel, c'est une dimension qui est pas prise en compte par le féminisme dominant. Mais donc, les Marx et Engels, évidemment, ils montrent aussitôt que cette division sexuelle socialement déterminée n'a rien d'immuable, puisqu'elle est née, elle peut disparaître. Et elle n'applique pas automatiquement, a priori, le fait que les femmes soient, pendant certaines périodes de leur vie, limitées dans leur liberté d'action physique, ne correspond pas inéluctablement à une dévalorisation des femmes. Au contraire. Parce que c'est pas la nature, mais c'est l'organisation sociale et le degré de développement historique, culturel et technique qui décide comment et dans quelle mesure les différences sexuelles réelles
vont être exploitées au profit ou au détriment d'un sexe ou de l'autre. Alors c'est pour ça que, du coup, les femmes ont subi depuis des siècles et subissent ce qu'on appelle l'esclavage domestique, parce qu'elles sont maintenues à la maison, elles doivent assurer les tâches domestiques, le fameux travail ménager. Et elles sont, Lénine y parle des tâches répétitives, abrutissantes, socialement dévalorisées, etc., où elles sont soumises au père, au frère, au mari, etc. Mais il suffit pas, aujourd'hui, on sait que c'est une revendication qui court à travers le mouvement féministe du partage des tâches domestiques. Malheureusement, vu l'organisation sociale, c'est bien sympathique, mais ça suffit pas. Je veux dire, il y a des tas d'autres qui comprennent et qui sont pour le partage des tâches domestiques. Mais il suffit pas de bonne volonté pour que ça change. Bien sûr que ça compte, mais on va pas transformer l'organisation sociale sur ce plan, rien que par la bonne volonté des individus. Hein. Et donc, ça c'est notamment Lénine qui l'a qui a pris, avec le gouvernement bolchevique, qui a pris immédiatement des mesures pour qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes. Il faut la généralisation du salariat, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes puissent participer à tous les aspects de la vie sociale, la vie économique, sociale, politique, culturelle, etc., sans que leur immobilisation partielle et temporelle ne les empêche. Hein. Et pour ça, il faut d'abord travail égal, salaire égal, et dès nouveau la mise en place de services publics qui déchargent les femmes des travaux domestiques répétitifs et abrutissants, pour reprendre l'expression de Lénine. C'est-à-dire des laveries, des cantines, des jardins d'enfants, etc. Et au lendemain de la Révolution d'octobre, Lénine, il était particulièrement sensible à la condition des femmes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il était personnellement particulièrement sensible. Et il était vraiment un grand champion de leur émancipation. Et alors, ils se sont, dès le lendemain de la Révolution, le gouvernement bolchevique s'est attaqué immédiatement à créer les conditions de l'émancipation des femmes dans ce qui n'était pas encore l'URSS, hein, parce qu'elle a été proclamée, sauf erreur, en 1922, hein, ouais. Parce que dans l'Empire tsariste, la condition des femmes était déplorable, hein. Elle était contrôlée par l'Église orthodoxe, donc on a vu Engels, les églises jouent un rôle très tôt, ou la règle musulmane, parce qu'il y a une bonne partie de l'Empire tsariste qui était musulman. Elles étaient en majorité illettrées, à part dans l'aristocratie et la bourgeoisie. On parle de 95% d'illettrisme chez les paysannes. Et alors, dès les premiers jours de la Révolution, le gouvernement a signé des décrets abolissant non seulement les limitations religieuses, traditionnelles et juridiques, qui étaient imposées aux femmes depuis des siècles, mais il a promulgué que les femmes avaient les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les hommes dans toutes les sphères de la vie, sans exception. Bon, inutile de dire que ça n'a pas passé tout à fait comme ça, mais le gouvernement a tenu. Hein. C'est après qu'il a un peu reculé. Les femmes devaient bénéficier des mêmes possibilités économiques, culturelles et politiques. L'inégalité dans le mariage a été abolie parce qu'elles étaient incapables civiles, comme on dit, elles n'avaient pas le droit de disposer de leurs biens. Mais en France aussi, hein, je crois qu'encore à l'entre-deux-guerres, les femmes étaient incapables civilement, c'est-à-dire si elles héritaient une commode de leur tante, elles n'avaient pas le droit de le donner ou de la donner ou de la vendre, hein, sans l'accord du mari.
Donc voilà, c'était chez les Tsars. Chez les Tsars, c'était comme ça, mais en France, c'était pas très différent. Ils ont également révisé les lois sur le mariage. Le gouvernement soviétique a développé autant que possible, et c'est ça qui est important, des structures collectives qui permettaient aux femmes de participer à tous les niveaux, hein, en étant déchargées autant que possible de leurs tâches. Par exemple, il y avait les longs congés maternité. Bon, c'est pas dans la jeune Russie soviétique, mais par exemple en Allemagne de l'Est, au RDA, les femmes avaient 1 an de congé maternité avec garantie de retrouver leur emploi et leur possibilité de carrière, hein. Ce qui n'existe pas ici, hein. Long congé maternité, des salles d'allaitement dans les usines, des crèches, des jardins d'enfants, des cantines collectives, des laveries, etc. Bon, ça ne résout pas tout, et surtout ça ne résout pas forcément les relations concrètes dans un couple et une famille, mais c'est en tout cas un appui. Donc, pour ça, il faut le développement des forces productives, hein. Il faut le plein emploi, il faut de la qualification professionnelle, il faut la mécanisation de l'agriculture, le développement de services publics, c'est des conditions, tout ça mis au service du peuple, c'est des conditions essentielles à l'émancipation des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, quand on pense à ce qui se passe en France, où ça désindustrialise ou en masse, donc voilà, plein emploi, on oublie. Privatisation du service public, voilà. Destruction des protections sociales, les retraites, l'obligation, les contraintes au travail à temps partiel, les horaires brisés des caissières, des grandes surfaces. Enfin, c'est que des exemples qui compliquent énormément la vie des femmes qui continuent à être contraintes aux tâches domestiques. Alors là, j'ai été chercher des exemples, donc République démocratique allemande, Cuba socialiste, ben voilà, qui mettent à disposition des travailleuses des crèches d'entreprise, des laveries gratuites d'entreprise, des restaurants, des magasins d'entreprise, qui aident, qui contribuent, qui font plus pour l'émancipation des femmes, ouvrières, employées, enseignantes, infirmières, paysannes, etc., que 1000 sermons à l'eau de rose sur l'obligation morale de partager les tâches. Bon, ce qui signifie que dans le mouvement communiste, a pour tâche indispensable de revendiquer des garderies, des crèches, des écoles maternelles, etc., et des cantines et des services publics, des dispensaires médicaux proches du domicile, enfin tout ce qui est détruit aujourd'hui, des maternités de proximité, etc., et l'égalité des salaires, et c'est bien plus, enfin, même si ça ne parle pas formellement de la libération des femmes, c'est ce qui contribue le plus à la libération des femmes. Et voilà, j'ai quelques citations de Alexandra Kollontai, qui était une amie de Lénine. Elle a fait des conférences sur la libération des femmes en 1921. Et il me reste 5 minutes, alors parce que j'ai beaucoup aimé ces conférences, c'est ce qu'elle dit, et c'est extrêmement moderne et nous pouvons nous en inspirer. Elle dit: le mouvement des femmes prolétaires est de toute évidence étroitement et indissolublement lié au reste du mouvement ouvrier dont il est une partie constituante et organique. Nous commettrions la même erreur que les féministes bourgeoises si nous nous obstinions à nier la différence entre les femmes et les hommes du prolétariat, si nous affirmions tout simplement qu'ayant un seul et même but, le communisme, ils seraient, du fait de leurs intérêts de classe communs, en parfait accord et en parfaite harmonie. Or, il faut absolument mettre l'accent sur les différences anatomiques de la femme et sur sa capacité à enfanter,
Cette dernière tâche sociale continuera à lui échoir, même lorsque l'égalité des droits sera définitivement acquise. Le fait que la femme n'est pas uniquement citoyenne et force de travail, mais qu'elle met aussi des enfants au monde, la placera toujours dans une situation particulière. C'est ce que les féministes refusèrent de comprendre. Le prolétariat, lui, ne peut se permettre d'ignorer cette réalité essentielle lorsqu'il s'agit d'élaborer de nouveaux modes de vie. Et puis, Clara Zetkin, qui était donc une communiste allemande qui était une amie de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, qui militait dans le Parti social-démocrate à l'époque et qui est venue clandestinement, parce que je crois qu'elle sortait de prison, elle est venue clandestinement à Paris au congrès de Tours pour saluer la fondation du Parti communiste français. Et c'était aussi une féministe. Elle a beaucoup lutté pour la cause des femmes d'un point de vue prolétarien. Elle a animé et publié pendant des années et des années un journal féministe, je crois qu'il s'appelait L'égalité, die Gleichheit en allemand, l'égalité. Elle dit, Clara Zetkin, l'affranchissement des femmes ne peut s'opérer totalement qu'à travers la société sans classe. Mais en même temps, l'émancipation du sexe féminin est une dimension axiale de la lutte pour le communisme. Marx avait parfaitement posé cette dialectique de la révolution prolétarienne et de l'émancipation féminine quand il écrivait de manière très juste sur le fond, mais de façon plutôt lourde, voire phallocratique sur la forme. Vous verrez pourquoi. Quiconque sait tant soit peu d'histoire, c'est aussi que les grands bouleversements sociaux sont impossibles sans le ferment féminin. Le progrès social se mesure exactement à la position sociale du beau sexe, y compris les lèvres. Et c'est pour ça que c'est un peu phallocratique. Alors voilà, il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail, tous, ensemble. Voilà, si questions, contestations. Et le droit au divorce et à l'avortement qui a été immédiat. Le droit au divorce et à l'avortement. Ah oui, j'ai oublié, oui, immédiat, c'est vrai. Immédiat. Ça préoccupait beaucoup les femmes bourgeoises qui menaient la lutte anticommuniste et qui reconnaissaient parfois que ça représentait pour les femmes une libération telle qu'il était très difficile. Tiens. Non, mais voilà, c'est tout, qu'il était extrêmement difficile. C'est vrai, de résister à les des zappés. Et c'est très intéressant. Il y a une propagandiste dont je ne me rappelle pas le nom, qui consacrait son temps à l'antibotsulisme dans les années 20, et qui a tout un développement sur la tactique qu'il faut utiliser pour parer à des choses si lourdes du point de vue du prestige des communistes. Parce que dans les années 20, le droit au divorce et le droit à l'avortement. Et le droit de vote. J'ai oublié, j'ai zappé, mais ça va de soi. Et le droit de vote aussi. Et le droit de vote, oui, bien sûr. Ceci étant, c'est vrai que la France, pour ça, a été quand même un pays particulièrement retardataire, puisque le vote féminin est institué en Allemagne, après la guerre, etc. Mais si tu veux, ça a existé ailleurs. La France a été vraiment la dernière, une des dernières. Les Suisses ont fait encore plus fort. Oui, voilà. 1971. J'avais plus de 20 ans quand j'ai eu pour la première fois le droit de vote. Oui. Mais c'est vrai que les mesures ont été immédiates et que la bourgeoisie avait très très peur que ça ne convainque les femmes. Donc la propagande bourgeoise est si bien faite que malheureusement l'écho considérable des mesures sociales soviétiques n'a pu être que très faible, mais il les inquiétait beaucoup. J'ai oublié quelque chose de vraiment important, à part ce qu'a signalé Annie.
Vous avez des contestations à ce que j'ai dit? Moi, je voudrais faire une remarque. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant. Il y a plein de jeunes là, voilà, qui peuvent réfléchir à des tas de sujets, y compris d'ailleurs pour en faire une thèse. Je dis ça parce que j'ai essayé récemment, c'est pas un de mes champs principaux de recherche, mais de tracer, comme dit l'autre, d'établir la traçabilité de la réaction triomphante depuis les années 60, ce que tu disais tout à l'heure, parce que finalement, il se dit de plus en plus que 1968, c'est la première révolution orange, et que c'est un phénomène qui n'est pas propre à la France seule, enfin, c'est un phénomène général, et il serait extrêmement intéressant, ça a peut-être été fait, je pose peut-être une question par ignorance, il serait extrêmement intéressant de savoir comment s'est faite la formation idéologique, politique, qui a amené à mettre l'accent sur ce féminisme purement, sur ce féminisme androphone. Quels ont été les cheminements? Parce que, par exemple, dans l'histoire de l'Union soviétique, on peut commencer, on peut tracer maintenant qui a été utilisé à tel moment, pour quel champ de propagande. Or, il y a tellement de gens affectés à cette formation idéologique que je pense que c'est un champ de connaissances très très intéressant, c'est-à-dire ce moment où les guerres de sexe ont été habilement utilisées pour faire oublier la guerre de classe. Moi, je suis très frappée par une historienne qui a été une des observatrices des mineurs de Carmaux, que connaissait d'ailleurs très bien Roland Trempé, qui a fait une thèse extraordinaire sur les mineurs de Carmaux au XIXe siècle. Il s'appelle Joan Scott, et qui avait fait une histoire marxiste, et qui est devenue une championne de l'histoire du genre. Et de cette histoire du genre, qui doit frapper tous les jeunes, parce que du genre, c'est bien simple, on a l'histoire d'Europe et l'histoire du genre. Ça devient grotesque, d'ailleurs. Il faut bien dire que ça devient grotesque. Et elle s'est traduite, ce succès s'est traduit partout, par l'aggravation de la liquidation de l'histoire sociale, de l'histoire des classes, et Joan Scott elle-même est devenue une sorte de modèle de la négation de ce qu'elle avait adoré. Voilà. Et donc, comment les choses se sont faites, quels ont été les relais, quels sont les financements. Moi, j'étais enseignant-chercheur, donc j'ai vu défiler des gens de l'Est qui venaient avec des financements sur l'histoire du genre et des financements, restent des financements américains, qui ont d'ailleurs contribué d'une manière considérable à la globalisation, à l'américanisation de la langue, qui devient en terrain universitaire alors complètement délirante. Voilà. Donc ça, je pense que ça dans la formation que tu esquisses, je pense que ce serait très utile qu'on sache comment les choses se sont faites. Parce que, en général, c'est pas par capillarité. J'ai une question. Oui. C'est pas une contestation, mais je voulais en savoir plus sur l'opinion que vous avez développée autour du mouvement MeToo, enfin, balance ton pas. Ouais. Et moi, personnellement, je n'avais jamais fait le rapprochement entre féminisme et capitalisme et communisme. Là, j'ai l'impression que vous avez déjà, c'est que le communisme, c'est mieux pour les femmes que le capitalisme, c'est ça? Ouais, bah. Et du coup, au niveau du mouvement MeToo, qui est un mouvement virtuel, qui s'inscrit beaucoup dans cette ère du temps où avec un hashtag on peut faire plein de choses, vous reprochez le manque de substance derrière. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent Marx ou Engels, ou les gens que vous avez cités. Je pense juste qu'il y a des énoncés des choses qui leur arrivent dans leur quotidien. Et donc, je ne sais pas si c'est une question, mais je les juge un peu durement dans le sens où elles ne font pas ce travail-là des thématiques, mais c'est déjà pas mal. Non, tout à fait. C'est simplement parce qu'en effet, le mouvement Balance ton port, MeToo, enfin, qui est né aux États-Unis comme MeToo, après les exactions commises par l'affreux producteur Weinstein, etc. Et puis ça a fait
un raz-de-marée de dénonciation, mais dans les milieux artistiques, politiques, médiatiques, etc., où on a vu des choses horribles, je veux dire des vieillards qui avaient passé les fesses, ou fait pire, hein, à des dames qui venaient en sanglotant s'excuser d'avoir fait ça il y a 30 ans, etc., etc. Bon, certains ont été condamnés ou interdits professionnels sans preuve, sans jugement, sans rien. Il n'y a jamais eu de plainte. Enfin, il y a quelque chose de profondément malsain. C'est pas pourquoi j'en parle. C'est parce que justement, c'est un mouvement virtuel, mais qui a eu un écho important dans la presse. Et c'est ça qui est affreux. Parce que les filles, c'est comme les jeunes femmes avec qui je discutais la semaine dernière pendant la manif à Lausanne. On était 40 000, hein, à Lausanne, une ville de 130 000 habitants. Ouais, incroyable. Bon. Je discutais avec des jeunes filles qui me disaient, une de nos copines sur 5 de notre âge, donc votre âge, ont subi des agressions, voire pire, hein. 1 sur 5 dans les 18-25, 18-30 ans, c'est énorme. Et celles-là, elles ont raison de dénoncer. C'est normal qu'elles ne pensent pas plus loin. C'est l'instrumentalisation de ça comme mouvement essentiel, comme, je sais plus, je crois qu'un jour, le New York Times a dit c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est le grand nettoyage, la purification, etc. Et c'est ça que je trouve horrible. Parce que si une femme qui a subi des abus, des violences, etc., des harcèlements, s'en plaint et le dit, c'est bien, hein, voilà. Mais qu'on dise, enfin, qu'on occulte tout ce qui va avec, tout ce qui peut provoquer cette situation, parce que personne ne cherche à comprendre pourquoi tout à coup, enfin pas tout à coup, mais pourquoi de nos jours, il y a des jeunes hommes et des hommes moins jeunes qui se croient permis de se conduire n'importe comment avec les femmes. Quand j'étais jeune, années 70, c'était pas comme ça. Les garçons étaient beaucoup plus timides, courtois, coincés, etc. Et pourtant, c'était le début du capitalisme libéral libertaire. Ça s'émancipait dans la foulée post-68. Mais jamais, ils se conduisaient aussi mal que ce qu'on entend dire aujourd'hui. Donc, il faut comprendre et chercher les causes sociales. Or, ni MeToo, ni Balance ton porc, que c'est la même chose. Balance ton porc, c'est la traduction de moi aussi, ne s'occupe pour des causes sociales et des liens avec l'évolution de la société. C'est ça que je critique. C'est pour ça que je dis que c'est un mouvement réactionnaire et anti-progressiste. Enfin, oui, et antidémocratique. Dire que tous les hommes sont des prédateurs, c'est épouvantable. C'est comme dire que tous les musulmans sont des violeurs et des autocrates ou des... Hein, voilà. Et se battre pour qu'il y ait plus de femmes que légers, ils auront la oui, qu'on t'entende. Merci. Alors, j'ai juste une remarque par rapport aux États-Unis. Donc, on a l'impression qu'aux États-Unis, c'était quand même un pilier assez évolué, surtout sur le côté respect des femmes, ou bien le droit des femmes et tout. Mais dernièrement, avec le dernier président américain, Donald Trump, il était quand même... il y avait plus que vingtaine de femmes qui l'ont accusé, qui les a violées. Et dernièrement, ce mois dernier, il y a une écrivaine qui l'a accusé qu'il l'a violée. Déjà, sa première victime, c'était sa femme. Et la dernière personne qui l'a accusé, donc elle a écrit ça dans son livre, et sa réponse pour se défendre, il a dit dans un tweet, il a dit qu'elle n'était pas son style, qu'elle était pas son style. Bon. Donc c'est pas ah non, je viole jamais des femmes, ou j'accepte pas de faire ça, ou c'est pas acceptable de faire ça. C'est juste la femme, elle n'était pas son style. Oui. Et
Elle n'était pas son style. Elle n'était pas son style. Il Ou alors, lui verrait il a la fait violer, l'ironie parce que... sur une femme violée, c'est pas très semblable à ce qu'elle dit. Oui, ça veut dire si une autre femme, son Voilà, style, c'est exactement. la même, Ouais. qui dit la même chose, il va dire bien sûr que je la viole. Et surtout l'audio qui était distribué juste avant qu'il devienne président, donc quand il a parlé des femmes d'une manière vraiment vulgaire. Et même avec ça, il est devenu président. Donc on a l'impression que si un homme qui a le pouvoir et qui a l'argent, donc il peut faire tout ce qu'il veut, et bien sûr les jeunes, les hommes, ils vont penser que c'est acceptable. Si quelqu'un comme ça va devenir un président des États-Unis, le pays le plus la première puissance. voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est un vrai problème si on n'arrive pas à traiter ce genre de problème. Bien sûr, les jeunes hommes ils vont penser que c'est acceptable. Oui, Donc, mais je voudrais encore ajouter quelque chose. Mais à part ça, il y a les conditions sociales infligées aux femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, et ça c'est Clinton, le social-démocrate, enfin le démocrate Clinton, qui a imposé aux femmes pour avoir le congé, c'est comme l'allocation enfants, parents isolés, voilà, hein, et d'avoir une petite allocation merdique, l'obligation de travailler et l'obligation de prendre des boulots parfois à 30 km de leur logement, sans voiture, avec des bus aux États-Unis, il faut savoir, ils en passent un à 8 heures du matin et puis un à 6 heures du soir, hein, et pour des salaires de misère. Alors quand les femmes sont traitées par le gouvernement comme ça, quel respect, quelle idée du respect qu'on leur doit. Il y a, bien sûr qu'il y a le mauvais exemple, si je puis dire, du président qui est un gougnafier, ok, un bourgeois réactionnaire, impérialiste, enfin on peut lui mettre tous les qualificatifs, et un gougnafier par-dessus le marché, mais il y a toute la politique qui est faite par le gouvernement américain à l'égard des classes opprimées et des femmes en particulier. Ça n'aide pas au respect des femmes. Et plus, alors ça je ne vais pas faire de la psychologie, non, de bistrot, d'hydromel, on peut imaginer que les mauvais traitements infligés aux hommes de la classe ouvrière américaine, des classes populaires, et aux jeunes hommes noirs en particulier, provoquent des frustrations et des sentiments de violence et d'envie de vengeance. Et on connaît, Engels il dit, la femme est le prolétaire du prolétaire. Il y a toujours quelqu'un en dessous qu'on peut faire souffrir. Il y a tout ça, hein, là-dedans. Et pas seulement le mauvais exemple du président, même s'il faut le dénoncer parce que c'est ignoble. Hein. Il y a quelque chose de très important là dans cette dénonciation. Il n'y a pas de dénonciation de la surexploitation des femmes qui ont des mi-temps avec un horaire de plein temps, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisables tout le temps. Qu'est-ce qu'on a comme information par les médias sur les accidents du travail? Zéro. Je veux dire, la question qu'on doit toujours se poser, c'est pourquoi on en parle. Non pas, bien sûr, que ne soit pas légitime la défense des femmes attaquées, mais pourquoi met-il l'accent sur une chose et une seule chose? Et pourquoi ne nous parle-t-il pas? Par exemple, vous dites, et c'est une image qui compte beaucoup, en particulier dans la jeunesse, quand même les États-Unis, ça apparaît comme le pays le plus évolué. Hein, le plus évolué sur le plan des droits de l'individu, de la liberté, etc. Mais les États-Unis sont un bagne pour les travailleurs. Un bagne. Toutes les études sociologiques, historiques, je ne sais pas si vous avez lu le beau livre de Zinn sur l'histoire populaire américaine, sur les travailleurs, hommes et femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, sur les travailleurs de New York qui brillaient dans les incendies d'ateliers où ils étaient serrés comme des sardines, mais par caisse, et les conditions de la classe ouvrière aux États-Unis et des pauvres aux États-Unis sont des conditions qui nous feraient
qui nous inspirerait autant de répulsion que la répulsion qu'on a pu ressentir quand on a vu les photos d'Abu Ghraib. Mais Abu Ghraib, c'est pas neuf. C'est ça. Ça fait un siècle que ça dure, Abu Ghraib. Donc je crois que c'est très important qu'on se rende compte de ce qu'on nous laisse percevoir et de ce qu'on nous interdit de percevoir. Autant une cause progressiste, bien sûr, doit être défendue, défendre les femmes contre les agressions, oui, mais défendre les femmes sans expliquer que les conditions du salariat font qu'un petit chef, il est capable d'exercer un droit de cuissage sur ses employés, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein? Finalement, on a des bourgeoises, des moyennes bourgeoises, des grandes bourgeoises qui viennent expliquer comment l'égalité des femmes passe par l'accession des femmes au poste de PDG. C'est pas ça l'égalité des femmes, c'est ce que disait Kollontai et les militantes dont Diane a parlé. C'est très important, et je trouve que c'est très important ce que vienne à ta conférence, un public qui manifestement d'ailleurs n'est pas forcément habitué au contact avec, avec j'allais dire les exposants communistes. Oui, bonjour. Je m'appelle Vincent. Je voulais simplement faire une remarque sur l'articulation entre la lutte des classes et les questions sociétales, comme le féminisme. Alors pour les quelques marxistes chevronnés qui sont ici, ça paraîtra peut-être comme une évidence. Cette remarque, c'est est-ce que ce que tu as dit sur le féminisme bourgeois, est-ce que ce militantisme sociétal, que ce soit sur le féminisme, l'écologie, etc., dès lors qu'il est déconnecté du combat principal, dès lors qu'il est déconnecté de la lutte des classes, est-ce que ce militantisme sociétal, déconnecté de la lutte des classes, ne renforce pas le camp du capital et n'affaiblit pas en même temps celui du travail, ne serait-ce que en établissant, par exemple, des divisions du camp du travail en minorités oppressées qui se retournent les unes contre les autres. Je sais pas, pour le féminisme, tu dénonces, je suis d'accord avec toi, une androphobie. Voilà, c'est pour le féminisme. Il y a ça, il y a de la même façon pour ce qui est du racisme. Il faut évidemment dénoncer le racisme, mais dénoncer le racisme sans dénoncer l'impérialisme, le colonialisme, c'est encore diviser la classe ouvrière entre elles, puisqu'on finit par avoir des fous furieux qui veulent diviser la classe ouvrière entre ceux qui, entre certains qui viendraient de pays, par exemple, du Maghreb, qui est effectivement aujourd'hui la minorité, selon moi, la plus opprimée, qui sont un peu les juifs de notre temps, et l'ensemble des concitoyens. Voilà. On a très bien vu avec l'exploitation APS de touche pas à mon pote. Ouais, voilà. Ou à conduit, touche pas à mon pote. Ah bien. Mais cela dit, c'est comme disait Annie tout à l'heure, il y a des revendications sociétales, comme la dénonce, qui sont justes, hein, la destruction de l'environnement, le racisme, les abus contre les femmes. Il faut les dénoncer, mais c'est notre boulot, j'allais dire, tu vois, de militants, de chaque fois rappeler que ça ne suffit pas en essayant de pas être donneur de leçons moralistes. Parce que précisément, c'est ce que je disais tout au début de mon intervention, être contre le racisme, contre le machisme, contre la pollution, etc., si on reste là, c'est des impératifs moraux. Hein. Et puis voilà. Alors,
moi je pense qu'il faut soutenir, il faut être dedans autant que possible, mais chaque fois remettre ça dans le cadre général de la nécessaire lutte contre le capitalisme. Mais pas mépriser, c'est ça que je veux dire. Faut pas mépriser. Sans se faire d'illusions, parce que j'ai beaucoup de copains un peu progressistes mous comme ça qui disent c'est bien parce que c'est une prise de conscience, les gens l'écoutent. Ça suffit pas du tout. C'est un peu offert comme une perspective aux rebelles, aux jeunes rebelles d'aujourd'hui. Si on écoute la radio, on regarde les médias, on offre aux jeunes, évidemment en match de révolte, une perspective de révolte inoffensive. Oui. C'est-à-dire, on lui dit engage-toi à fond sur l'environnement, être à fond sur l'environnement sans remettre en question le mode de production. C'est d'une part c'est inoffensif et en plus ça renforce le capitalisme. Ça c'est le tâche de montrer le lien. Ouais. Merci, c'est clair. Quand les gens, tout le monde le fait attention à son robinet d'eau. Mais enfin, quand on voit le gâchis abominable des ressources par le capitalisme, bien entendu, qui ne va pas se diminuer parce que dans un hôtel, on remet sa serviette au lieu de la confier au service de nettoyage, bien entendu, c'est se moquer du monde. Ça veut dire que oui, toutes les revendications sociétales, elles doivent être prises en compte, mais elles doivent être prises en compte dans une lutte générale. Non pas d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que la manière actuelle de les présenter, ça ne conduit qu'à des impasses. Oui. Elles doivent être liées au combat social, voire, alors après, ça va discuter, mais voire subordonnées. Est-ce que avant de... Oui, mais au fond, ça n'a finalement aucune importance. Le combat social, finalement, le combat de classe est un combat essentiel, et c'est un combat d'autant plus essentiel qu'on nous a fait oublier qu'il y avait des classes sociales. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est pratiquement tabou de parler de classe sociale. C'est une arme, dans ce sens-là, je dis que c'est une arme dans les mains du capital. Oui, il le retourne, ça c'est vrai. On tente de faire croire au peuple que les causes pour lesquelles on peut se battre, ce sont celles-ci. La femme, indépendamment de la lutte des classes, l'écologie, indépendamment de la lutte des classes, le racisme, indépendamment de la lutte des classes. Tout ça, je l'ai déjà dit, je me répète, pour moi, dès lors que c'est des combats, dès lors qu'ils sont menés en totale déconnexion de la lutte des classes, sont totalement au mieux inoffensifs pour le capital et au pire, et c'est mon avis, le renforcent. Pas quand ils sont pris en compte par le mouvement révolutionnaire. Oui, non, mais le mouvement syndical révolutionnaire, il n'avait pas réglé la question de l'égalité des femmes, il passait son temps à essayer d'avancer sur ce point. C'est vrai, par exemple, que la question des femmes, elle était plus facilement réglée quand on leur avait accordé le droit au divorce et le droit à l'avortement en 1919 ou 1920, que ça, et les femmes de RDA, c'était les reines du pays. Hein. S'il y en a qui sont tombées de l'échelle, c'est bien les femmes de RDA. Elles divorçaient quand elles voulaient, elles avaient tous les droits, elles bossaient comme elles voulaient. Voilà, et maintenant elles sont. Maintenant c'est les trois quarts. Hein. Kirche, Küche, Kinder. Les enfants, les vies. Il n'y a pas de garderie. Les femmes travaillent beaucoup moins, même encore que chez nous. Donc les femmes de RDA, on leur a fait miroiter les deux Mercedes par couple, et ben elles sont fixées. On comprend l'ostalgie, là, comme ils nous le disent, l'ostalgie a même sa justification. Mais je voulais juste dire, le combat des femmes du côté des femmes de la classe ouvrière ou des classes populaires, en tout cas, spontanément, j'étais avec les gilets jaunes plusieurs fois sur le rond-point de Villefranche-de-Rouergue. C'est dans l'Aveyron. C'est une ville, il doit y avoir 6000 habitants à tout péter. Hein. Et sur les ronds-points, il y a beaucoup de femmes. Ah ben c'est elles qui tiennent.
elles ont des avis sur les salaires, sur la hausse du SMIC, sur le retour de l'ISF, sur les retraites, sur les services publics. Et les hommes, ils font griller les côtelettes. Et aucune n'a envie de balancer son porc, hein, je précise. Oui, faut parler un peu fort. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est super intéressant. Et effectivement, le combat que mènent aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est aussi pour conscientiser les esprits et puis pour dire qu'en définitive, 1789, ça a peut-être servi à certains, mais ça n'a pas servi au peuple. Et qu'en définitive, on nous avait confisqué la démocratie et qu'aujourd'hui, on était véritablement une classe de dominés et que aujourd'hui on ne s'appropriait pas le politique, il fallait faire partie de cette classe qui nous représentait pour pouvoir parler déjà comme eux, comprendre leur langage qui est absolument à dégoûter quoi. Moi quand j'écoute Macron ou Sarkozy ou tout cela, mais ils me font gerber puis je comprends même pas qu'est-ce qu'ils disent parce que il faudrait prendre des dictionnaires, voire même ils utilisent une langue de bois qui est faite exprès pour pas qu'on comprenne et qu'on se sente inférieurs. Et ça arrive vraiment véritablement. Et là avec les gilets jaunes, ils commencent à réfléchir ensemble. Ils sentent que en fait l'idée c'est qu'on recrée du lien. Et moi aussi, j'ai été à des ronds-points de gilets jaunes et j'entendais des nanas me dire, mais moi, je suis mieux ici. Et c'était l'hiver à Noël, il faisait froid, et il faisait chauffer dans les trucs, les braséros, là. Et ils mettaient du bois et tout. Et elle disait, moi, je suis mieux ici que chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait du lien qui avait été recréé. Et quand quelqu'un venait, il disait, moi, j'ai pas de poussette pour mes gamins, et hop, on en parlait et moi, je passais le coup de fil, je disais, t'as pas, dans ton garage, t'as pas ceci, t'as pas cela. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et en France en particulier, c'est qu'on voudrait téléporter les problèmes fondamentaux que sont la lutte des classes par c'est le problème des Arabes ou des Noirs, parce qu'ils sont là et ils débarquent et ils nous piquent le boulot. Mais c'est vrai qu'ils piquent le boulot, parce qu'ils sont tous devant les CEMEX et les machins, les usines à béton parce qu'ils travaillent au black, ou ils sont à la poste parce que la poste, elle vire les trucs, ses fonctionnaires et elle emploie des postiers, mais sans papier. Donc, vous voyez, on en est à un moment, à une cassure de la société, entre guillemets, qui a les moyens. En 1949, le produit intérieur brut, il est 340 milliards d'euros. En 1949, sortir de la guerre. Et on crée une sécurité sociale. On crée pour les démunis. On laisse pas nos vieux dormir à la rue. On laisse pas les malades. On laisse pas les femmes enceintes. En 2018, le PIB est de 2400 milliards d'euros. Et on voudrait nous faire croire qu'on n'a pas de thunes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si on doit continuer à réfléchir là où on est, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos immeubles, dans nos villes, on doit réfléchir ensemble. Et puis surtout, on doit éteindre la télé parce que finalement, c'est peut-être celle-là qui nous fout vraiment la merde. Ah, ciao. Ouais. C'était une bonne conclusion, n'est-ce pas? Peut-être pour conclure, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous recommandez comme chose à faire, parce que on a démarré avec le féminisme, c'était déjà un gros gâteau, et là on est sur la lutte des classes. Ouais. C'est un plus gros gâteau. Ah mais ça va pas, ça va ensemble. Oui, dans les trucs, ça devient un petit peu Alors, impressionnant, quoi. Je vois pas comment ça peut se régler. non, mais à part ça, il faut aller regarder. Moi, je connais pas bien, mais à Paris, il y a des montagnes d'associations de femmes qui s'occupent de défendre les droits des femmes. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, parce que chaque fois, je vois le nom d'une qui fait ceci, une association comme ci. Il y a les femmes qui portent le voile, qui disent vraies citoyennes ou femmes citoyennes ou quelque chose comme ça. Il y a pour pas dans le genre caritatif, hein. Ça, ça veut pas dire qu'il faut pas être solidaire, pas donner des coups de main, mais par exemple, en sachant que ça ne suffit pas, hein, mais déjà
militer dans une association qui défend les femmes sur un aspect particulier, il vous prend là. Faut qu'il y ait de la conviction, autrement on peut pas, on s'ennuie. Il faut que l'envie d'aller donner un coup de main, de militer, de comprendre, d'étudier, ça vienne du ventre avec la tête. Et puis, par exemple ça, ou bien adhérer au PRCF ou au JRCF. Hein. C'est-à-dire se poser la question aussi en termes généraux. Oui. Hein, pourquoi c'est comme ça? Oui. Pourquoi est-ce que les femmes sont traitées en inégal? Pourquoi est-ce qu'une caissière de supermarché, elle doit accepter des conditions qui l'ont détruite à 40 ou 50 ans? C'est ça la question. C'est oui. qu'objectivement, on ne peut en régler aucune importante, c'est une question importante, sans se poser la question générale. Or, plusieurs intervenants d'ailleurs l'ont dit, finalement, la seule solution pour le capitalisme, c'est tout couper en morceaux, de séparer les pièces du puzzle et de tout faire pour que jamais les pièces du puzzle ne soient reposées. Et bien, faire de la politique, voilà, c'est reconstituer les pièces du puzzle. Et on ne peut pas s'en sortir sans ça, c'est pas possible. Il n'y a aucune solution individuelle. D'ailleurs, c'est simple, à la jeunesse à laquelle on répète à son tronc depuis qu'elle est née, qu'il n'y a que des solutions individuelles, celle de la concurrence, de la compétition, etc. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle est en souffrance totale. Elle est en souffrance effrayante, et si elle ne se donne pas le moyen, précisément, de remettre ensemble les éléments qu'on lui a cassés, elle ne s'en sortira pas. Il faut s'occuper des femmes, mais c'est pas contradictoire avec le fait de savoir ce que c'est que l'exploitation de l'homme par l'homme, comme on dit, mais l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est pas un truc antiféministe, hein, c'est la traduction d'allemand, voilà, être humain, Mensch, hein, l'exploitation du Mensch. Bon. Et parce qu'il n'y a pas d'autre solution objective. La preuve, la situation dans laquelle est notre jeunesse. Hein, du bas niveau d'éducation au haut niveau d'éducation, avec des cabinets d'avocats qui fonctionnent avec des stagiaires qui sont payés au lance-pierre. Enfin, je veux dire, on a une jeunesse qui subit un taux d'exploitation comme nous, qui sommes nés après-guerre, nous n'avons jamais connu. Hein? Tout ça sur fond de comme c'est bien à New York. Ah non, à New York c'est pareil, c'est même pire. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'engager. Voilà. Il faut s'engager. À un moment donné, on dit ça va pas. Il faut faire quelque chose, j'y vais. C'est-à-dire que me défendre, c'est me défendre avec les autres. J'ai pas de défense tout seul. Le capital, il se défend pas tout seul. Hein. Oh oui. Il mobilise toute la société. Il tient tout. Les universitaires, les journalistes, les hommes politiques, ils contrôlent tout. Et on dit aux jeunes, occupez-vous de vous balancer votre porc. C'est vrai. Ah non, non. Il faut faire aussi bien qu'eux. Et on a beaucoup de retard. Mais ça va changer. Voilà. Il n'y a qu'à voir tous ces jeunes. Hein? Moi, je peux vous dire, bravo. Les assemblées de votre âge, il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Hein. Aucune. Hein? On était des benjamins. Et puis, recréer comme ça des discours, des échanges, des débats, je crois que c'est l'essence même. C'est ça la démocratie en fait. Hein. C'est bon, là, il n'y a rien à voter, mais c'est recréer quelque chose dans lequel les gens participent et puis décident. Et aujourd'hui, on a des gilets jaunes qui peut-être n'ont pas été à l'école longtemps, mais qui repartent chez eux et qui deviennent des constituants. C'est-à-dire qui réfléchissent à ce que peut être la loi. Moi, la loi, j'ai envie de la respecter si elle émane de ce que moi je pense. Et je la respecterai. Mais quand je vois des lois qui sont faites par des gens, mais
qui sont complètement des Sarkozy, avec des casseroles et des gamelles, ils devraient prendre 15 ans de prison, mais qui est dehors, des guéants, des machins comme ça, tous ces voleurs, quand ils font des lois rien que pour eux, et qu'en définitive, ils ont même pas un bracelet électronique, alors que le mec qui va voler un paquet de pâtes, ou le mec qui va vendre une barrette de shit, il va se prendre 5 piges. Et pour moi, c'est honteux, quoi. C'est une justice de classe, et qui est dégueulasse, quoi. Qui est là juste pour nous flinguer. Et flinguer les petits. Et les petits, ça commence par les minorités. Alors les États-Unis, il faut pas croire, hein, mais c'est vrai, comme elle dit, c'est joli, c'est tout brillant et tout, mais vous avez qu'à lire Richard Wright, c'est un des plus grands auteurs des années 30 ou 40, et il vous dépeint le monde là-bas, et c'est l'enfer, quoi. C'est pour les Noirs, en tous les cas. Après, pour les couches sociales, les autres, je les connais pas, mais en tous les cas, jusqu'à il y a pas longtemps, ils arrivaient même pas à avoir une sécurité sociale. Non. Et à 70 ans, les retraités, ils retournent bosser parce que, en fait, ils n'ont pas les moyens de vivre. Et alors que c'est un des pays les plus riches. Parfois, il faut voir au-delà de ce qu'on nous demande de regarder, et puis peut-être que les grands films des grandes sociétés, il faut pas aller les voir, et aller voir, je sais pas moi, Je veux du soleil, parce que c'est un petit mec... Lire J'ai épousé un communiste, c'est très bien. Très très bien. Sur le racisme américain, J'ai épousé un ça, oui, j'ai épousé un communiste. C'est pas Roth, je crois que c'est Roth, mais je crois pas. Il fait ce mais c'est un roman extraordinaire. Hein. On comprend le racisme américain, et c'est racine. Ah oui, il est profond. C'est-à-dire la surexploitation de toutes les couches d'arrivants. Donc c'est clair, c'est embêtant, en plus c'est un peu embêtant pour vous, mais il faut que vous fassiez comme le camp d'en face. Hein. Le camp d'en face, il s'organise tous les jours. Du matin au soir, quand ils dorment, ils ont des autres qui bossent pour eux et qui ne dorment pas. 24 heures sur 24, ils font de la politique. Donc si les jeunes ne veulent pas en faire, eh ben, ils s'en sortiront pas. Voilà. Alors, c'est un choix évidemment un peu abrupt parce que c'est pas jusque-là la sensibilité qu'ils ont eue, ben, c'est pas grave, hein, on change de sensibilité dans la vie parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. C'est pas déshonorant. Le capital défend ses intérêts de classe, défendez, voilà. On va commencer, les jeunes qui n'ont pas commencé, à défendre vos intérêts de classe, voilà. C'est clair, vous allez le faire, et bien il faut le faire. Commencez, tiens, à lire l'initiative communiste sur le net. Ouais. Ah oui, sur le net. Commencez, vous allez voir. C'est comme autrefois le dimanche. Moi, j'étais dans un lycée où mes collègues voulaient pas qu'on vende du dimanche. Pour vous, ça n'était pas grand-chose. Bon, parce que le dimanche, quand même, ça se rendait beaucoup. Tout ça. Moi, j'avais dit à mes collègues, certifiés, agrégés, quand les profs seront au niveau de dimanche, parce qu'à l'époque, le dimanche, c'était très bien. C'est dans les années 70-80. Quand les profs seront au niveau de dimanche, tout ira mieux, la situation sera meilleure. C'était des gens très formés, qui avaient passé des concours, tout ça, mais c'était des incultes politiques. Et quand on est inculte politique, on laisse le camp d'en face travailler pour vous. Travailler pour vous, et ben c'est vous laisser dans la merde à peu près toute la vie. Voilà. C'est dur à mesurer, mais les nuages, ça se déchire. Il faut aujourd'hui que les jeunes déchirent le nuage de vive l'Amérique, c'est mon Amérique à moi, ben non, faites la France à vous. Il y a une nana qui est très très bien pour ça aussi, qui est appelée, mais je suis sûre que vous la connaissez, c'est l'héroïne, enfin l'héroïne, non, la figure de proue de la Commune de Paris. Ah, bah ouais. Comment elle s'appelle Michel. Louise Michel. Il faut la connaître. Et il faut savoir que la Commune de Paris, ça a été une révolution qui s'est faite sur 2 mois, 3 mois. Et en 3 mois de temps, ils ont fait des choses extraordinaires. Et dans commune, il y a le mot commun. Dans communiste, il y a aussi. Mais bon, après, il a peut-être été un petit peu mal... Voilà, mais dans la Commune de Paris, il y a eu des choses qui ont été réalisées pendant les 2 ou 3 mois où on a réquisitionné les hôpitaux pour pouvoir, ou les logements, les bureaux vides pour donner du logement à comment dirais-je, aux gens qui étaient dans la rue. En fait, il y a eu une gestion commune de la richesse, en fait. Et ça, c'est des moments fabuleux de l'histoire. Par contre, ils ont été réprimés énormément parce que le camp d'en face,
ne veut pas lâcher cette prérogative qu'il a du pouvoir et qu'il a de pouvoir nous tenir, nous mater, nous exploiter. En fait, c'est parce que nous, on travaille pour eux, que eux s'enrichissent en définitive. Mais se poser la question aussi de la répartition des richesses. En fait, nous, on n'a pas envie d'être riches, moi enfin, j'ai pas envie d'être riche. Hein. Je veux juste vivre, on va dire, convenablement. Mais j'ai pas envie d'être milliardaire. Par contre, mon fils, qui a 18 ans, lui, il a envie d'être riche. Voilà. Et pour être riche, eh ben, il se met en difficulté. Et ça craint. En fait, moi, tous les jours, je rentre à la maison, je me dis, il va pas rentrer ce soir. Parce que je me dis que la police, elle va l'emmener. Et ça, ils savent très bien faire. La répression, c'est une des armes les plus fortes du système capitaliste. On se pose même pas la question, mais si vous allez dans les centres de rétention, simplement pour les gens qui n'ont pas de papier, ils subissent une forme d'enfermement dans laquelle pas la plupart, mais certains se suicident tellement c'est difficile. Alors les prisons, je vous en parle même pas, mais il faut lire ce qui s'y passe aussi actuellement. C'est infernal avec la chaleur qu'on subit. Les mecs, ils sont à 3-4 parce qu'il y a une surpopulation. On enferme beaucoup plus qu'on ne mène vers comment dirais-je, la sortie, quoi. Et ben on enferme pour enfermer, et là on construit encore d'autres prisons qui vont permettre de faire des quartiers de haute sécurité dans chaque département. Ça veut dire qu'en fait, ça craint pour tous. Si vous avez une idée qui est un petit peu différente, qui remet en cause le système, ça craint pour les syndicalistes, ça craint pour les communistes, ça craint pour tous ceux qui vont contester la politique actuelle, qui est une politique de shérif, quoi, je sais pas moi. Voilà, engagé.